Nous cherchons tous le bonheur. Mais alors, si nous passons la plus grande partie de notre vie au travail, pourquoi ne pas parler de bonheur au travail ? En France, en Allemagne, pareil, le pourcentage de salariés engagés, c'est-à-dire ceux qui se lèvent le matin avec un sourire, c'est 11%. Les salariés qui sont désengagés, c'est-à-dire des gens globalement qui vont au travail pour chercher leur salaire, mais pas pour prendre des initiatives, c'est 61% en France, 58% en Allemagne. Et la troisième catégorie, ce sont des salariés qu'on appelle activement désengagés, tellement malheureux au travail qu'ils viennent chaque jour pour démontrer leur malheur. Donc globalement, c'est des gens qui viennent saboter ou détruire. La grande question qu'il faut se poser une fois qu'on voit ces chiffres-là, c'est est-ce que ces salariés-là, ils étaient comme ça le premier jour qu'on les a recrutés ? Regardez l'évolution de l'humanité. Au départ, nous étions des nomades solitaires et nous nous sommes organisés en tribus. Comme ces tribus avaient besoin d'une structure sociale, elles ont créé un chef afin de maintenir la cohésion du groupe. Et petit à petit, les tribus se sont agrandies et le monde a grandi. Mais au cours des siècles, le chef a toujours eu pour mission d'être au service du peuple. Quand les grandes organisations industrielles ont été créées, elles ont transformé ce leadership en une pyramide hiérarchique, dans laquelle il n'y avait plus un chef unique, mais des séries de chefs. Et chaque chef avait un peu plus de pouvoir que le précédent. Les employés se sont retrouvés coincés à l'intérieur de cette pyramide et ils ont commencé à étouffer. La plupart de ces concepts hiérarchiques ont été développés à l'origine dans l'armée et ensuite importés dans l'industrie pour pouvoir s'organiser à grande échelle. Il fallait gommer les talents et la sensibilité des gens, leur enlever la possibilité de penser à ce qu'ils faisaient pour pouvoir créer ces chaînes de commandement aveugles. Et c'est un peu ce qu'on faisait avec les soldats, pour qu'ils obéissent aveuglément aux ordres. En Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, on s'est aperçu qu'en recrutant des paysans analphabètes, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire de venir à leur donner. Donc on a mis des pointeuses. Et puis ils ont amené parfois du whisky au travail, ou quand ils étaient un peu fatigués, ils quittaient leur poste. Donc on a mis des compteurs-mètres. Toute cette machine s'est mise en route pour contrôler les activités de ces paysans. Maintenant, nous, on se retrouve aujourd'hui avec les mêmes méthodes et avec la même philosophie, bien sûr, en plus avec une population qui n'a rien à voir avec des paysans analphabètes. Mais il y a encore des usines en Europe où des opérateurs à 40 ans doivent demander la permission pour aller faire pipi. Aujourd'hui, la situation est paradoxale. On demande de plus en plus de performance et de réactivité aux salariés, mais les structures dans lesquelles ils sont censés les exercer, elles, n'ont pas évolué. Alors que nous passons de l'ère industrielle à une ère numérique, où les consommateurs sont partout, la valeur et l'innovation vont devenir essentielles. Chaque employé comptera et devra créer de la valeur. Aujourd'hui, quand les employés se sentent étouffés par leur hiérarchie dans une structure pyramidale lourde, où les chefs ne veulent rien lâcher de leur pouvoir, cette organisation pyramidale ne peut pas se transformer. Voilà le débat d'aujourd'hui. Est-ce que cette structure est pertinente? La réponse est non. Alors, quelle serait la bonne structure? Et surtout, comment transformer cette structure pyramidale étouffante en une structure ouverte et créative dans laquelle chaque employé pourra innover? Laisser les employés innover, réinventer l'organisation, c'est possible. Quelques rares entreprises ont décidé de secouer le système et d'inventer des modèles alternatifs. En Allemagne, aux États-Unis, en France, en Inde ou en Belgique, elles bousculent pas mal de nos idées reçues.
Fondé en 1883 par Émile Poult, à Montauban, dans le sud de la France, le groupe Poult est un acteur majeur sur le marché des biscuits. Nicole y travaille depuis 30 ans. Elle a donc bien connu l'entreprise traditionnelle. Salut! Ça va bien? C'était très hiérarchisé, donc on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contremaîtres et des chefs de ligne. L'entreprise avait alors une culture hiérarchique très directive. Il y avait des exécutants. On était comme des militaires ou comme des robots. Tu viens, tu fais ce qu'on t'a demandé, ne cherche pas à comprendre. Et des chefs. Alors j'étais chef de ligne, on avait donc du coup la responsabilité que d'une ligne et on gérait le personnel, les congés, les confis s'il y avait des confis et s'assurer du bon fonctionnement de la ligne avec la qualité, tout ce qui va avec. C'est vrai qu'on était quand même très surveillés, très dirigés vers ce qu'on devait faire, pas faire. Et on finissait très vite au bureau quand on était un peu trop rebelle ou voilà. En 2001, alors que Poult était en mauvaise posture, est arrivé Carlos Vercaeren, un entrepreneur belge qui travaillait pour un fonds d'investissement. Moi j'ai fait des plans sociaux, vous savez, et je sais les dégâts que ça peut créer derrière. Loin des marchés financiers, il s'est installé à Montauban, bien décidé à relancer Poult avec une toute nouvelle approche. Fermer les usines, virer les gens, serrer les coups, tout le monde sait faire. Enfin, il ne faut pas avoir fait Polytechnique, X-Mine, etc. Enfin, voilà, il suffit d'avoir manqué un peu de sensibilité et y aller, quoi. Par contre, sortir par le haut, par l'innovation, par les nouveaux produits, là c'est plus compliqué. On a décidé de faire ça. En 2006, il a rassemblé tout le personnel de l'usine pour un brainstorming géant. Tous ont été invités à proposer de nouvelles idées, quel que soit leur poste ou leur position hiérarchique. On a été conviés donc à participer à cette nouvelle organisation, tout corps de métier confondu, donc ça allait du cadre au simple employé comme moi. Et on nous a demandé comment voyez-vous l'usine de demain, comment améliorer votre travail, etc. Des groupes de travail réguliers ont été mis en place pour poursuivre la réflexion. On a eu une énorme vague de scepticisme. Vous nous manipulez, vous faites semblant de nous faire participer, mais en réalité, vous savez, vous allez. C'est le temps. C'est le temps qui fait qu'à un moment donné, finalement, les gens disent tiens, mais finalement, ce qu'il me raconte, non, mais il prend vraiment en compte mon avis. Après de très nombreuses réunions, il a été décidé de supprimer toute hiérarchie intermédiaire. L'idée de supprimer les chefs n'est pas venue de suite, on va supprimer les chefs. Mais après maintes et maintes réunions, maintes et maintes réflexions, on s'est aperçu que finalement, ben oui, on peut très bien piloter une ligne sans forcément avoir le chef de ligne. Ça fait vraiment un clash parce que quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup, le lendemain, on vous dit que vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. La majorité des anciens chefs de ligne sont partis parce qu'ils perdent ce titre-là. Dans le monde extérieur, c'était plus valorisant. Dans la mesure où ils étaient plus chefs, ils perdaient de leur pouvoir. Du coup, je pense qu'ils se sont sentis vraiment dévalorisés. En réalité, ce qu'on essaie de mettre en place pose de vraies questions sur quel est le rôle des cadres. Alors qu'ils passent beaucoup de temps sur du contrôle, du reporting, se vérifier ce que leurs mecs font, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit, où t'en es. Nous, on a libéré tout ce temps-là. Donc tout ce temps que vous libérez pour l'encadrement, qu'est-ce qu'ils font de ce temps-là? Et c'est là où vous avez parfois des gens qui sont dans le désarroi. Les gens qui sont restés, c'est des gens qui, du statut hiérarchique, pouvaient s'en passer. Donc moi, mon rôle, c'était déjà de franchir ce pas-là. Parce que moi aussi, il fallait que je puisse m'épanouir dans mon travail. Sous la houlette de l'ancien directeur devenu animateur de site, les anciens cadres se sont vus attribuer de nouvelles fonctions. Il y en a beaucoup qui ont basculé dans de l'aide, dans du support, ce qu'on appelle des techniciens de progrès chez nous. Comment je peux vous aider, voilà. Et aussi comment je peux vous transmettre mon savoir. Mon job d'aujourd'hui, c'est d'accompagner les opérateurs pour qu'ils se sentent bien dans leur travail, pour qu'ils puissent établir leurs tâches dans les meilleures conditions. Si pour les anciens chefs, la pilule a été dure à avaler, l'appropriation d'un nouveau pouvoir de décision par les gens du terrain n'était pas plus évidente. Il y avait plein de gens qui étaient contre, hein, même des employés comme moi, et qui pensaient qu'on allait droit dans le mur, quoi. C'est plus simple quand on vous donne des ordres, finalement.
Il y a quelqu'un qui vous dit, tiens, t'as qu'à faire ça. Moi, j'ai pas à réfléchir, je le fais. Point. Quand on dit aux équipes maintenant, non, faites, prenez les décisions vous-même, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Donc on voit que ça crée des mouvements de tension. Et là, c'est l'équipe qui doit réguler. Avant, c'était toujours de la faute au chef. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. À présent, toutes les décisions sont prises par des petits groupes représentatifs de l'ensemble de l'entreprise. Les palettes, alors, j'ai pas de place, je mets où? Donc on enquille un peu là, on enquille un peu là, on enquille un peu là. Enfin, tout le monde fait ça en ce moment. Et tu sais plus où tu as les produits. Il faut qu'on détermine exactement des zones pour chaque truc. Même un abricot, on a galéré hier. Et nous, la palette, on l'a mise de côté et on ne la passera pas. Ce que j'aime bien dans ces groupes, c'est que vous avez toute la population, vous travaillez avec des ingénieurs, vous travaillez avec des salariés sur ligne. Et tout ça, ça amène à des excellents résultats. Il y a des fois, je trouve deux produits de... Il y a un tas de choses que faisaient les chefs avant, il faut bien que d'autres les fassent. Donc ce sont des opérateurs qui ont pris des compétences, des missions particulières et qui vont par exemple faire tout l'aspect planning, donc l'ordonnancement de leur semaine de production, qui vont faire leur congé, leur planning d'absence, qui vont gérer les pointages. Voilà, ce sont des opérateurs. Il n'y a plus de hiérarchie qui encadre tout ça. Il n'y a plus de comité de direction. Les décisions d'investissement sont prises par une équipe d'une dizaine de personnes dans laquelle vous allez trouver des ouvriers, des employés, des cadres. Pour que le personnel soit capable de prendre toutes ces décisions, il faut que les chiffres et les résultats de l'usine soient accessibles à tous. L'entreprise se doit donc d'être transparente. J'ai pris de compétences en qualité. Il a fallu que je me forme aussi sur les PC parce que c'était pas du tout mon truc, le PC, j'avais très peur. Je suis contente parce que le fait de gérer une ligne, bon, mais quand on l'explique autour de nous, les gens nous posent des questions, c'est plus l'employé d'usine, fais ça, rentre chez toi, pointe, reviens demain, c'est quand même différent, quoi. Je ne peux pas dire qu'on est quasiment plus guidé, mais on organise la journée un petit peu comme on veut, selon le travail qu'on a à faire. Bien sûr que je travaille avec les bras et les jambes, mais on travaille aussi beaucoup avec la tête et avec une conscience professionnelle. Mes collègues, c'était pas mes clients. Maintenant, je sais que c'est mes clients. Si je ne le fais pas bien, je sais que je vais faire du mal à des gens derrière. Quand ils ne sont pas satisfaits, ils viennent me voir. Comme ça, je peux améliorer mon produit. À la surprise générale, ça marche. Poult embauche et affiche une croissance insolente de 12%. Au point que de grandes entreprises envoient des équipes de ressources humaines à l'usine de Montauban pour percer le mystère de ce succès. Ils nous prennent pour des martiens. Nous sommes des martiens. J'ai souvent la question, oui, mais vous avez des opérateurs particuliers. Non, on a les mêmes. La seule chose, c'est dans quelles conditions on les met. Mais les gens, on ne les a pas choisis. La plupart ont beaucoup d'ancienneté, donc voilà, des gens qui ont beaucoup d'amour, finalement, pour Poult. Ah, l'amour, ça ne règle pas tous les problèmes, notamment celui du partage des bénéfices. L'argent, c'est peut-être une seule des parties qu'on a du mal encore à discuter. On va pouvoir discuter de tout, sauf le salaire. Peut-être qu'il faut s'améliorer sur ça. La confiance, la liberté, tout ça c'est bien beau. Mais comment faire pour partager l'argent généré par l'effort commun ? À Nantes, il existe une entreprise où les salariés ont pris à bras-le-corps la question de l'argent. C'est Chronoflex, une société de réparation de flexibles. Oui, bonjour Samira, Sébastien. Oui, allô Sébastien ? Ça serait pour enregistrer une intervention, s'il vous plaît. L'idée est très simple, c'est un numéro de téléphone qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant l'année. On arrive dans l'heure, on dépanne dans l'heure. Partout où il y a du flexible, ça c'est aussi bien les pompes funèbres, les bateaux, les camions grues, partout où il y a du tuyau. Pendant 10 ans, Chronoflex prospère dans une ambiance extraordinaire. On embauche, on gagne de l'argent et même on s'amuse. Mais en 2008, la crise qui vient secouer le monde capitaliste fait vaciller l'établissement nantais. Et pour Alexandre Gérard, le patron, mettre en place un plan social, c'est un traumatisme. Moi, je suis un homme qui était fait pour emmener une équipe, pour construire, pour développer, pour grandir. Je suis pas fait pour virer des gens, c'est pas mon... J'aime pas ça, quoi. J'aime pas ça. Pour repartir du bon pied, il propose alors de tout changer. Le 7 janvier 2012, il réunit ses salariés et comme chez Poult, il les invite à se réorganiser eux-mêmes.
Au cours de cette grand-messe, la pyramide hiérarchique est remplacée par de petites équipes autonomes qu'il appelle des speedboats. On leur explique, bon ben voilà, il y a plein de trucs à régler dans la boîte, on vous propose, vous, de décider comment vous allez les traiter. Nous, on va plus décider, c'est fini. Sans trop savoir dans quoi l'entreprise s'embarque, on commence par faire la fête. Mais le lundi, de retour au bureau, comment va-t-on faire fonctionner cette autonomie? Quand il y a un sujet à travailler, un groupe se réunit, c'est sur la base du volontariat. Ils prennent leurs décisions et ils la communiquent. À tout le monde. Elle est applicable. C'est tout simple. Pour mieux laisser ses équipes prendre leurs responsabilités, Alexandre Gérard choisit l'option radicale, il prend le large. Pour bien montrer que c'était pas que du discours, 5 mois après, je quitte l'entreprise pour 1 an et je pars faire un tour du monde. Mais alors qu'il fait ses valises, les salariés lui réservent une petite surprise. On a créé un atelier bien-être et on a demandé aux salariés sur quel thème ils voudraient qu'on travaille. Et le premier thème, forcément, ça a été la rémunération. Et là, j'ai la trouille. J'ai vraiment la trouille parce que je pars à l'autre bout de la terre et je me dis on va aborder un des sujets les plus sensibles de l'entreprise. On a dit voilà, comment vous aimeriez être rémunéré. Et en fait, on a demandé à tout le monde de donner ses idées. Alors qu'Alexandre Gérard est à l'autre bout du monde et suit les événements de loin, cette initiative vient révolutionner le système de rémunération de l'ensemble des salariés de l'entreprise. On a construit pour chacun des collaborateurs du terrain un compte d'exploitation individuel et au-delà de son seuil de rentabilité, il prend 15% de la marge nette. En plus de ce bonus, les techniciens en reçoivent un deuxième lié à la réussite de leur équipe. Donc ça veut dire que chacun a un intérêt à jouer son individuel, mais chacun a un intérêt également à contribuer à la performance collective. Parfait pour les techniciens qui œuvrent sur le terrain. Mais que se passe-t-il pour les employés qui travaillent dans les bureaux? Après, il s'est posé la question par rapport au siège, par rapport à nous qui ne rapportons pas d'argent. On contribue à leur bien-être, on contribue à leur travail, mais on n'apporte pas le chiffre. Pour contenter tout le monde, un bonus supplémentaire est mis en place, la prime de rentabilité. Tous les 6 mois, on fait un compte d'exploitation d'entreprise. On tire un trait, on prend 15% de la marge et on le répartit à part égale entre tous les salariés de l'entreprise. Le jour où on a mis en place ce système-là, le chiffre d'affaires a pris plus 15, sans rien faire. Et grosse bonne nouvelle, tout le monde va avoir la prime sur rentabilité, donc le challenge, il est super. Les gars, ils ont un pourcentage pour eux, il n'y a pas de discussion de salaire, ils sont heureux et à 99%. C'est bénéfique pour les salariés et c'est bénéfique pour l'entreprise aussi. J'en ai eu un hier qui me dit c'est bien la REM Alain. Par contre, les impôts, je vais en payer. Hein. C'est ce qui les travaille aujourd'hui. On va payer des impôts, on les entend sur le terrain. Un salaire respectable, un sentiment d'ascension sociale et de reconnaissance, serait-ce ça le bonheur au travail? Chronoflex et Poult sont ce qu'on appelle des entreprises libérées. Ce terme a été inventé par Brian Carney et Isaac Getz dans leur livre Liberté et compagnie. Professeur de management, Isaac Getz a étudié plus de 200 entreprises à travers le monde pour définir ce concept. On définit l'entreprise libérée comme une entreprise dans laquelle la grande majorité de salariés ont une liberté et la responsabilité complète pour entreprendre toute action que eux-mêmes, pas leurs supérieurs ni les procédures, eux-mêmes pensent être la meilleure pour l'entreprise. Si on peut libérer des entreprises privées, pourrait-on imaginer libérer un service public? En Belgique, plusieurs ministères ont relevé le défi. Au ministère des Transports, qu'on appelle ici SPF Mobilité, 1400 employés se préparent au grand bouleversement. Yann et Véronique font partie du premier groupe de volontaires. Comme chez Poult et Chronoflex, ils ont commencé par organiser des ateliers et sonder le personnel.
Pour mettre en route la libération, toujours partir de la base. Plus d'une centaine d'employés ont participé aux ateliers pour nous faire part de leurs aspirations. Ils souhaitaient pouvoir travailler où ils voulaient, quand ils voulaient, parfois même le week-end, pour s'arrêter dans la journée et aller chercher les enfants à l'école ou faire des courses. Et surtout, ils voulaient changer de mode de management. Ils ne voulaient plus être traités comme des enfants, mais comme des personnes autonomes qui sont capables de décider et qui ont la confiance de leur patron pour prendre des initiatives. Mais cette libération prend un tout autre sens auprès des syndicats. Les vraies décisions n'étaient pas prises dans ces groupes de travail. Les syndicats étaient complètement court-circuités, tenus à l'écart systématiquement de tous ces choix-là. Nous avons été mis chaque fois devant le fait accompli, ou bien dans un simulacre de concertation où il était clair dès le départ qu'on ne tiendrait aucun compte de ce que nous allions dire. Laurent Ledoux est le nouveau président du ministère. Alors qu'il travaillait dans une banque, il s'est porté volontaire pour venir mettre en œuvre la libération. Il ne faudrait pas croire que c'est le monde des bisounours. Libérer les énergies, ça peut passer par des périodes de conflit. Et le tout, c'est de l'orchestrer de manière à ce que ce conflit mène à quelque chose de positif. Parce que si le conflit est mal orchestré, les gens pètent un plomb et ça part dans tous les sens. Mais si par contre il n'y a rien, il n'y a pas de conflit entre guillemets, il n'y a pas de stress, alors on ne bouge pas et on fait du surplace. Premier chantier, le ministère supprime le pointage et remplace les horaires par des objectifs. Les objectifs, c'est ce qui manquait. Dans beaucoup d'équipes, on contrôlait la présence, on ne contrôlait pas du tout la réalisation des objectifs. L'absence même d'objectifs est un facteur démotivant pour beaucoup de personnes. Donc, donner des objectifs aux gens, c'est très motivant, parce que ça permet de clarifier ce pourquoi on vient travailler. Désormais, peu importe le temps de travail, l'essentiel est d'atteindre ses objectifs. Plus facile à dire qu'à faire dans un service public. Il faut que l'employeur ait confiance en son employé, mais aussi que l'employé ait confiance en son employeur. Parce que l'employeur pourrait aussi dire « tu n'as pas atteint tes objectifs », ça veut dire que tu n'as pas travaillé assez longtemps. Alors que j'ai peut-être fait beaucoup d'heures sup, mais qui ne sont plus calculées, mais je n'ai pas su atteindre mes objectifs pour toute une série de raisons. Donc il faut être sûr que les objectifs soient bien définis. C'est vraiment basé sur la confiance. Une chose importante, c'est de comprendre que ces nouveaux modes de travail, c'est aussi une question idéologique. Et c'est aussi essayer de faire oublier un certain nombre d'acquis sociaux, comme la mesure du temps de travail. A priori, ça a l'air sympathique de ne plus devoir pointer, mais on jette le bébé avec l'eau du bain en ce qu'il faut oublier les 38 heures par semaine et il faut se concentrer uniquement sur la réalisation des objectifs. En fait, ce sont deux conceptions du travail qui s'affrontent. En gros, la philosophie, c'est de remplacer le travail à l'heure par le travail aux pièces. Je fais trop d'heures, évidemment. Mais si un jour j'ai besoin de faire une course, je vais faire la course, je reviens. Il ne faut pas pointer. C'est ça la confiance. Et donc on prépare le personnel à l'idée qu'il doit réaliser ses objectifs, même s'il doit prendre sur ses soirs, sur ses week-ends, jusqu'au burn-out. Quand je veux, je ne fais rien. Si je n'ai pas envie de répondre, j'étais à mon iPad, je ne réponds pas. Mais quand je le vois, autant répondre tout de suite, comme ça ne s'oublie pas. J'adore mon travail, donc je dois dire que ça ne me dérange pas de répondre à un email à 9h du soir. Alors le soir, même s'il y a des mails à 10h, je réponds. Même si c'est à 5h du matin, je réponds. Quand je suis là, j'ai toujours mon iPad sur moi. Pour Laurent Ledoux, le président du ministère, libérer signifie aussi responsabiliser. Dans beaucoup d'organisations comme les nôtres, vous avez des gens qui travaillent énormément et très bien. Par ailleurs, vous avez une série de personnes qui sont franchement tir au flanc, disons-le comme cela. Et ça, c'est pas normal. Alors, aujourd'hui, l'organisation laisse faire. Et les collègues laissent faire. Dans l'organisation libérée que j'ambitionne, ce n'est plus au chef de le dire. C'est à un moment les collègues qui doivent sentir qu'ils sont solidaires et que s'ils veulent réaliser leur travail, tout le monde doit participer. En gros, la philosophie, c'est de mettre en place des systèmes où les travailleurs sont en concurrence les uns avec les autres, pour casser toute forme de solidarité.
Solidarité des salariés face à la hiérarchie ou émulation collective vers un but commun? Là encore, deux visions s'affrontent. Dans le concept de l'organisation libérée, la lutte des classes appartient au passé. Certaines personnes n'ont même pas conscience de ce qui est en train de se passer, d'autres le critiquent déjà avant de l'avoir compris, et d'autres, au contraire, sont rentrés déjà carrément dans cette dynamique et sont devenus des porte-parole de cette dynamique par leur exemple, beaucoup mieux que moi je ne pourrais le faire par mes paroles. Deuxième chantier, après le temps de travail, l'espace de travail. Nous arrivons à un étage qui n'a pas encore été réaménagé. Comme vous pouvez le constater, il y a encore des murs des deux côtés. Ça ressemble plutôt à une clinique ou à un hôpital. Peu à peu, les vieilles cloisons tombent. Les petits bureaux sont transformés en open space pour que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est le principe du Dynamic Office. Plus de bureaux fixes, chacun s'installe où il veut. Le premier avantage, c'est une meilleure transparence. C'est un des objectifs que nous voulions atteindre avec ce projet, en faisant tomber les murs, au sens propre comme au sens figuré. Comme ça, les gens n'ont plus besoin d'aller à chaque fois dans le bureau d'à côté, puisqu'ils peuvent poser des questions directement à leurs voisins. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Ce principe du Dynamic Office, ça a pour effet que chacun n'a pas sa place. Quand vous arrivez, vous devez trouver une place. S'il n'y en a pas, vous vous disputez avec vos collègues. Toi, tu n'as rien à faire ici, tu dois aller là-bas. Moi, ce que j'aime, c'est que je peux choisir auprès de qui je veux m'asseoir. Donc, si par exemple, un tel jour, je dois travailler sur un dossier plus européen, donc je travaille avec un collègue qui s'occupe plus de ça, j'irai m'asseoir près de lui. Au niveau de l'open space, certaines équipes, ça marche très très bien, il y a une bonne ambiance, et dans d'autres, ça a l'air d'un cimetière. À première vue, effectivement, c'est plus joli ici. Ça, c'est évident. Mais travailler concrètement dans ces conditions-là, c'est tout à fait autre chose. Ici, les gens sont installés à un écran en sachant que tout qui passe, y compris des visiteurs, voit ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça crée une forme de contrôle social absolu. C'est difficile d'avoir une communication privée, par exemple prendre un rendez-vous médical. Et chacun sait que chacun d'autre sait ce qu'il fait pendant son travail. Pour montrer l'exemple, dès la fin des travaux, le président va quitter la tour d'ivoire de ses prédécesseurs pour rejoindre les employés dans l'open space. Il faut rester cohérent le plus possible dans tout ce qu'on fait. Si on a cette dynamique pour les équipes, tout le monde doit y aller. L'ennemi, c'est l'ego. C'est l'ego de la hiérarchie, qui a besoin de son bureau 50 mètres carrés, d'angles, 3 rangées de fenêtres, la grande salle de réunion, et de tous ces liens ou ces preuves externes de pouvoir. Ça, c'est le pire ennemi d'une culture basée sur le bonheur au travail. Parce que la culture de l'ego va induire une culture du contrôle, pour être sûr que l'on est toujours quelque part au-dessus de ceux qui sont en dessous de soi. En Belgique, Laurence Vanet a été l'une des architectes de la libération des ministères. Pour elle, les humains ne sont pas des ressources. Elle a donc changé son titre de responsable des ressources humaines en Chief Happiness Officer, soit directrice générale du bonheur. À partir du moment où on arrive à traiter la grandeur de l'ego de nos responsables d'équipe, où qu'ils soient dans la hiérarchie, et à faire quelque part des managers égoless, sans ego, qui considèrent que la réussite de leur équipe est plus importante que leur propre réussite, qui considèrent que le collectif est plus important que l'individuel, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à changer beaucoup de choses. Dans la plupart des entreprises, c'est bien difficile de changer, car des petits chefs avec des gros égos, il y en a de plus en plus. Pour Jean-François Zobrist, un patron emblématique des entreprises libérées, il y en a même beaucoup trop. Grosso modo, il y a 2 à 3% de branleurs dans les entreprises, et au nom de ces 2 à 3% de gens pas sérieux, on va dire, c'est mis en place une structure qui gère les 97 autres % qui sont sérieux. Et nos ouvriers, ils sont brimés par la structure. Ils font à peine 50% de ce qu'ils savent.
Mais les ouvriers ne sont plus les seuls à étouffer dans cette structure. Ces 30 dernières années, avec l'informatique, les normes de gestion de l'industrie ont été appliquées à tous les corps de métier. Les postes de conseil, de gestion, de supervision, de contrôle se sont multipliés, asphyxiant les salariés. Résultat, une modernité désincarnée et un profond mal-être au travail. Professeur à la London School of Economics, l'anthropologue américain David Graeber a une théorie. Pour lui, ce mal-être au travail vient de la multiplication des bullshit jobs. Traduisez, les jobs à la con. Il semble qu'il existe une généralité selon laquelle plus votre travail profite aux autres, moins vous êtes payé. Il y a quelques exceptions, les médecins, les pilotes d'avion, qui font clairement quelque chose d'utile et sont bien payés. Mais la plupart des gens dont le travail est réellement utile à la société sont mal payés. Regardez les infirmières ou les éboueurs. Si on n'avait pas d'éboueurs, on aurait un gros problème. Par contre, ça ne changerait pas la face du monde si on n'avait pas de consultants en ressources humaines. Et sans avocat d'affaires ou conseiller en investissement, on se porterait sans doute mieux. Donc vous voyez, moins on est utile à la société, plus on gagne d'argent. Allons bon. Aurait-on perdu toute considération pour les ouvriers, les travailleurs de la base ? Pour Jean-François Zobrist, une revalorisation s'impose. L'ouvrier nourrit tout le monde. On l'oublie trop souvent, ça. C'est les ouvriers qui nourrissent les patrons et la structure. D'ailleurs, la structure ne se met jamais en grève. Quand l'ouvrier arrête, ça va mal tout de suite. Le seul savoir de l'Occident, c'est nos ouvriers. Il suffit juste de le libérer. Et dans la structure aussi, encore une fois, il y a des contremaîtres, des chefs d'équipe. Ils ont une culture énorme, mais on les cantonne dans un rôle de contrôle. Les mecs, ils font du contrôle, étant eux-mêmes contrôlés par toute la hiérarchie. Above all things, make good use of your time. For all my life, I've been meeting people. Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui me confiaient en secret qu'ils ne faisaient rien d'utile. Et plus le temps passe, plus j'en rencontre. Il existe certains types d'emplois qui se multiplient dans les grandes organisations bureaucratiques, surtout les multinationales. Ce sont essentiellement des gens qui travaillent pour d'autres qui eux-mêmes font la même chose. Ils se passent des papiers d'un bureau à l'autre, ils inventent de nouvelles formes de contrôle, de nouvelles façons d'évaluer des gens qui, à leur tour, évaluent d'autres gens. Et ce qui est paradoxal dans cette période trouble, c'est que plus ça va, plus ils contrôlent, plus ils perdent de l'argent, plus ils contrôlent. Il y a un cercle vicieux qui s'instaure qui est colossal. Ce qui est le plus fascinant, c'est que tout ça se passe dans le système capitaliste, alors que le capitalisme est un système où tout le monde est supposé être en compétition, où ça ne devrait pas arriver. Ils sont radins et mesquins, ils ne parlent que d'efficacité, de réduction des coûts. Mais quand ils réduisent les coûts, il semble qu'ils réduisent au maximum le nombre de postes vraiment utiles. Les gens qui font la maintenance, les réparations, les choses manuelles, ceux qui font le vrai boulot. Et ils créent de nouveaux postes comme les leurs, qui n'apportent rien à personne. Ces gens-là virent des productifs, virent des commerciaux, parce que si ça ne va pas, c'est la faute du commercial, forcément. Et ils embauchent des improductifs. Aucun de ces gens ne fait quelque chose d'utile socialement. Mais il y a un processus d'escalade et la machine bureaucratique grandit comme ça. C'est un besoin qui se crée du fait que d'autres pensent qu'il y a un besoin. Et ce besoin alimente le besoin. Couramment, je vois des entreprises de 200-300 personnes où il y a un directeur général, un directeur d'usine, un directeur financier, un directeur commercial, un directeur administratif, un comptable, un RH. 6 mecs, plus leurs cours, les secrétaires. 12 personnes sur 300. Je vois des boîtes où il y a moins de productifs que d'improductifs. Ça fleurit. Le problème des improductifs, c'est que ce n'est pas ce qui coûte en salaire, c'est ce qu'ils font pour s'occuper. On les paie au soleil à rien faire, ça a libéré l'entreprise. Le drame qu'il y a eu, c'est qu'on est passé du management des hommes
par les hommes pour les hommes à la gestion des chiffres pour les chiffres par les chiffres. Maintenant, il faut revenir au bon sens. Pendant les 5 millions d'années de chasse et de cueillette, tout le monde chassait et cueillait, même le chef. Pendant les 15 millions d'agriculture, tout le monde cultivait à la noblesse et au clergé près. On n'a jamais eu 30 à 40% de parasites dans les boîtes comme on a maintenant. C'est une invention des 30 Glorieuses où on gagnait tellement d'argent. Alors parasite, c'est pas méchant, hein, c'est un parasitos qui vit aux dépens d'eux, mais qui n'apporte rien au système. Et au fin fond de la Picardie, chez Favy, l'ancienne entreprise de Jean-François Zobrist, des parasites, des bullshit jobs, il n'y en a pas. La manne, chez Favy, c'est la fourchette de boîte de vitesse. En une vingtaine d'années, cette fonderie s'est hissée au premier rang des fournisseurs européens de cette petite pièce en alliage cuivreux ultra résistant. La réussite est telle que l'entreprise en a exporté jusqu'en Chine, pays pourtant peu réputé pour ses importations de produits industriels français. En 1983, Jean-François Zobrist, ancien militaire, a repris les rênes de cette entreprise familiale au personnel démotivé. Avec des idées atypiques, il a mis sur pied un modèle innovant. Visiblement, sa méthode a bien marché, car les gens se pressent pour se faire embaucher. Je suis très contente. Pour vous dire, lorsque mon directeur m'a annoncé mon embauche, j'ai pleuré. Tellement j'étais contente, oui. Et les 400 salariés sont tellement heureux qu'il n'y a même pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat à Favy. C'est uniquement un collège ouvrier avec la direction. C'est le directeur qui est président du comité d'entreprise. Non, on n'a pas de syndicat. On n'en a jamais eu. Non, je pense que c'est pas nécessaire dans un fonctionnement comme le nôtre. Un fonctionnement très original. La hiérarchie est réduite à sa plus simple expression, un directeur et des employés qui s'organisent eux-mêmes. Pour en arriver là, Jean-François Zobrist a suivi 2 règles de base. C'est l'homme est bon et c'est de l'amour du client. L'homme est bon dans aucun contrôle par principe. Je fais confiance aux ouvriers et aux commerciaux. Ils peuvent s'auto-organiser, donc ils sont heureux. Donc ils sont rentables, donc on gagne de l'argent, donc on dure dans notre village. Quant à l'amour du client, il s'affiche dès la porte d'entrée. En théorie, une usine française, sans syndicat, sans hiérarchie, ça finit par du sang sur les murs. Mais ici, pas du tout. Ça marche. Alors comment Zobrist a-t-il fait pour accomplir un miracle pareil? Premier principe, améliorer l'environnement. La nouvelle fonderie, plus de fumée, plus de graisse volatile, beaucoup plus propre en tenue de bleu. Et après, il y a eu le panel de la sécurité qui a beaucoup avancé aussi. Deuxième principe, créer des équipes autonomes de gens qui s'entendent bien pour gérer des îlots de production appelés mini-usines, chacune attachée à un client. La grande idée de Zobrist au départ, c'est cette idée de mini-usine, de garder des cellules à taille humaine où tout le monde se connaît. Et puis après, c'est un peu la déstructuration qui s'est fait petit à petit. Déstructurer, voilà l'idée. Au lieu d'une grande structure, chaque mini-usine est indépendante et a son propre commercial, installé dans un petit bureau vitré au milieu des machines et des ouvriers. Un commercial qui a son bureau au milieu des machines, qui tous les jours dit bonjour aux ouvriers. Quand il ramène une affaire de 40 emplois, c'est un héros, le gars. On ouvre le champagne. Très vite, les mini-usines se sont mises à cartonner. Et Favy a parfois pu offrir les bonnes années jusqu'à 3 mois de salaire en bonus à tous les employés. Tout ça en laissant les équipes faire ce qu'elles voulaient. La confiance rapporte plus que le contrôle. Le coût du contrôle est devenu tellement pléthorique que les déviances qu'il pourrait y avoir par l'absence de contrôle ne coûtent rien en regard du contrôle. Donc nous, par principe, on ne contrôle rien, ni les cadences, ni les horaires. Il n'y a rien, il n'y a personne. Faire fonctionner une entreprise sans contrôle hiérarchique, c'est bien sur le papier, mais que se passe-t-il quand il y a des problèmes avec un employé? Par exemple, si un tir au flanc grippe la machine.
comment ça se passe quand ça ne va pas bien. C'est vrai qu'habituellement, on pourrait penser que la hiérarchie va intervenir pour réguler ou pour rectifier le tir. Maintenant, quand un opérateur arrive en retard, en général, c'est qu'il a eu un problème. Si ça devait se répéter, la régulation, elle se fait d'abord dans la mini-usine. Parce que l'opérateur qui manque, finalement, impacte l'ensemble du travail de l'équipe. Moi, j'essaye de discuter avec la personne avec qui ça va pas et pourquoi ça va pas. Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il se sent pas bien dans sa mini-usine? Est-ce qu'il veut voir autre chose? Ça se passe un peu comme ça, quoi. Donc ça se régule à 90%. Et les 10% autres, à partir du moment où on sort du système, là, ça ne va plus, forcément. Mais les 90% se règlent sur le terrain. Quand vous contrôlez tout, les mauvais prolifèrent. Quand vous contrôlez rien, les mauvais sont éliminés. Mais gentiment. En général, celui qui ne se fait pas au système Favi, il ne reste pas. De lui-même, il s'en va. Il y en a qui aiment bien avoir un chef derrière eux tout le temps pour leur dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Les gens qui sont à Favi, ce sont des gens qui aiment être responsables, quoi, et avoir plus de liberté. Mais la liberté a un prix. Comme les opérateurs sont responsabilisés vis-à-vis du client, ils doivent accepter une certaine flexibilité. Il y a un petit coup de bourre, les gens viennent travailler le samedi. On fait le tour des popotes, là. Toi, ça t'intéresserait de venir le samedi? On est un petit peu embêtés, on va pas arriver à livrer, et là, on trouve toujours des volontaires. On peut réagir du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'on est toujours là. Il y a cette notion d'effort collectif partagé par les opérateurs. Cette organisation qui fait la réussite de Favi, Jean-François Zobrist ne l'a pas inventée seul. Il s'est inspiré de différents modèles qu'il a partagés avec ses équipes. On était allé au Japon en 2004. C'était pour visiter les entreprises qu'il y avait là-bas au Japon. Le Japon, c'est une culture différente. Je pense que le Japonais, c'est son entreprise avant sa famille. Le Japonais, il vit que pour son entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Hein. Du Japon, ils ont rapporté le Kaizen, un terme qui signifie amélioration continue. Et ils l'ont adapté au style Favi. On améliore en continu à Favi, puisqu'on a le principe de ce qu'on appelle le Kaizen, le trophée des parrains. C'est des actions de progrès qui sont mises en place sur des machines pour augmenter la productivité, la sécurité, l'ergonomie du poste, le bien-être sur un poste de travail. Il y a une petite urne à l'entrée du personnel, là. Ceux qui ont une idée mettent l'idée dans l'urne et tous les mois, il y a un jury qui se réunit et récompense les 2 meilleures idées. La première, c'est une prime de 1 000 € sur 5 mois et la deuxième, c'est une prime de 500 € sur 5 mois aussi. Donc, c'est agréable. Quand on met une bonne petite idée, c'est agréable d'avoir un petit pécule à côté, d'être récompensé. Moi, ma dernière action, c'était la modification d'une gamme de conditionnement. Dans un conditionnement de pièces, on mettait 6 ensembles. En modifiant la position des pièces dans la boîte, on a réussi à en mettre 8. Donc on augmente la productivité, on diminue la consommation de boîtes, j'ai gagné 1 000 €. Les premières expériences de Kaizen, ou amélioration continue, débutent au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Toute l'élite du pays a été décimée, l'industrie est dans un état catastrophique. Il faut motiver les travailleurs, repenser et l'entreprise et l'organisation du travail. En 1947, les USA, qui occupent alors le Japon, y envoient un consultant. Will Edward Deming propose un nouveau système, le Lean Management, littéralement « management maigre ». Toyota est l'une des premières entreprises à l'adopter. Les Japonais ont déroulé un certain nombre d'approches, Kaizen, amélioration continue, toutes fondées sur l'idée que pour résoudre les problèmes sur le terrain, le mieux placé, c'est la personne qui est sur le terrain. Comme on dit pour résumer, celui qui fait, c'est. Le concept de Deming repose sur le respect de l'intelligence des salariés.
Pour lui, en simplifiant la hiérarchie, on gagne en efficacité et on fait des économies. Avec des employés ultra motivés, le Japon devient très vite une grande puissance mondiale. Dès les années 60, les produits japonais déferlent sur le monde. À l'ouest, ça ne fait pas l'affaire des concurrents. L'arrivée des nouvelles motos japonaises ultra performantes aux États-Unis secoue rudement la marque historique Harley-Davidson, basée à Milwaukee, Wisconsin. À la fin des années 70, la technologie Harley est sur le déclin et une grande grève finit de mettre la marque à genoux. En 1981, un directeur charismatique est recruté pour gérer une situation désastreuse, plus de 70 millions de dollars de dettes. Il décide de s'inspirer du lean management japonais. Fondamentalement, nous nous sommes dit que nous devions adopter des techniques japonaises, comme la gestion des stocks à flux tendus, la participation des employés, ce genre de choses. Et ceci a commencé à mieux nous faire comprendre que notre plus grand atout, c'était le personnel qui passait la porte de l'usine tous les matins. Employés et syndicats étaient très méfiants au départ. Pour repartir sur de nouvelles bases, Rich Stirling a demandé à tous de repenser ensemble les comportements au sein de l'entreprise. Ils ont proposé des valeurs très simples. Il faut dire la vérité, être juste, tenir nos promesses, respecter l'individu et encourager la curiosité intellectuelle. Très vite, le message s'est propagé dans toute l'entreprise jusqu'aux concessionnaires. C'était des valeurs d'intégrité. Il y a des gens pour qui c'est du bon sens, mais pas forcément pour tout le monde. Et je pense que c'était important d'avoir ces discussions au début. À la suite de cette consultation, tout le processus de décision a été transformé. Le facteur humain devenait le cœur du fonctionnement de l'entreprise, à la satisfaction des syndicats. Rich a aplati la structure hiérarchique. Pour remplacer tous les différents niveaux de bureaucratie, il a créé un système de cercle de décision qui a fait tomber les barrières entre les salariés, les chefs et le syndicat. Chaque usine avait son cercle de leaders qui prenait toutes les décisions nécessaires. Ainsi, nous avons pu communiquer, partager nos idées, explorer ensemble des domaines que nous n'avions jamais abordés auparavant. Pour sortir du marasme, tous ont accepté que les salaires soient gelés pendant 2 ans. Mais d'un autre côté, syndicats, employés et patrons avaient découvert ensemble un nouveau moteur très puissant, la confiance. Les employés s'y sont mis très vite, parce que c'était du genre « Ok, je peux vous parler sans être viré ? Votre porte est ouverte ?» Mais le plus dur, ça a été de faire comprendre ça aux chefs les plus haut placés. S'ils n'acceptaient pas ce concept de tout leur cœur, ils n'avaient plus rien à faire ici. À la fin, nous avons réussi à convaincre 99,9% des gens que c'était une bonne chose. Grâce à cette nouvelle atmosphère, les équipes ont proposé une multitude d'innovations révolutionnaires. Nous avons vite vu arriver un nouveau design du moteur, un nouveau châssis, un nouveau système de transmission, des améliorations cosmétiques, une meilleure électronique. C'était un meilleur produit. Les ventes se sont envolées et très vite, les salaires comme les retraites ont été augmentés. C'est dans cet élan créatif qu'un employé a proposé l'idée qui allait asseoir la légende Harley-Davidson. Si nous pouvions créer un club, les motards auraient une bonne raison de se retrouver le week-end et de faire plus de kilomètres avec leur moto. C'est ainsi qu'est née une confrérie singulière autour de l'amour de la machine, le club des propriétaires de Harley.
Tout d'un coup, le vendeur avait un nouveau moyen d'attirer les clients et de construire une relation avec eux. Personnellement, je dirais que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Les gens que j'ai rencontrés grâce à cette organisation sont devenus des amis pour toujours. En associant employés et clients, le Hog est devenu une famille de plus d'1 million de membres à travers le monde. C'est donc la créativité des salariés qui a permis à la marque de sortir de l'ornière et de renouer avec la croissance. Mais pour beaucoup, il a fallu tourner la page en 1997, quand Rich Stirling a laissé sa place. J'ai pleuré quand il a annoncé qu'il partait à la retraite. Et les choses ont changé du tout au tout. Alors le concept de cercle a commencé à se détériorer. C'était le retour de la hiérarchie. Le personnel n'était plus la chose la plus importante. L'argent est devenu la chose la plus importante. Mais tout n'est pas perdu pour tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, la valorisation de Harley-Davidson au New York Stock Exchange est de 15 milliards de dollars. Si les actionnaires récoltent aujourd'hui les fruits de cette success story, c'est grâce à la personnalité de Rich Stirling, patron éclairé, et à sa collaboration constructive avec les employés et des syndicats forts. Mais depuis une trentaine d'années, et dans le monde entier, les syndicats ont vu leur rôle rétrécir comme peau de chagrin. Je ne pense pas que la classe dirigeante donne des libertés et des acquis sociaux par gentillesse. Ils ne donnent rien par gentillesse. Ils donnent parce qu'ils ont peur. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e, ils étaient terrifiés. Quand ils faisaient passer des lois qui mécontentaient beaucoup de gens, il y avait immédiatement des émeutes dans la rue. À l'époque, ils ont écrit des choses comme « Cette loi est passée, il n'y a eu que 37 fenêtres cassées ». Le peuple se soulevait presque à chaque occasion. Et ils étaient terrifiés à l'idée d'une nouvelle révolution française. Ils ont fait d'énormes concessions et en fait, avec les syndicats, ils ont légalisé ces mouvements spontanés. Cette forme d'activité révolutionnaire est devenue légale. Et dès qu'elle a été intégrée à la structure, ils ont progressivement commencé un processus d'assimilation de la frange radicale. Et une fois ce processus achevé, ils ont détruit le pouvoir des syndicats parce qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Donc je crois qu'il faut voir ça d'un point de vue politique. La classe dirigeante n'a plus peur des gens qu'elle gouverne. Et quand ils n'ont plus peur, ils reprennent tout ce qu'ils avaient donné. Les syndicats ne sont pas au bout de leur peine, car attirés par le succès des méthodes japonaises qui ont si bien fonctionné chez Toyota et Harley, de nombreuses multinationales en ont tiré de pâles imitations aux effets pervers. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont détourné les principes du lean management en y ajoutant une hiérarchie de bullshit jobs. Dans le lean, on donne beaucoup l'impression aux salariés qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Quand on a un peu de recul par rapport à ça, on s'aperçoit que, en fin de compte, l'espace qu'on leur donne, il est très très encadré. Et effectivement, on a beau nous prévenir les personnes que ça peut avoir des conséquences négatives, les salariés ne le voient pas forcément immédiatement, et ils le découvrent au fur et à mesure du temps. Les salariés sur leur poste de travail se retrouvent avec des fiches à remplir tous les jours, qu'ils n'avaient pas avant, sur tel ou tel domaine. Donc le lean rajoute beaucoup de bureaucratie, puisqu'effectivement, tous ces indicateurs très très nombreux, il faut les alimenter. Avec la nouvelle bureaucratie et les bullshit jobs démultipliés, le lean devient un cauchemar pour les employés qui se retrouvent sous une pression maximale dans des environnements déshumanisés. Puisque la hiérarchie n'a plus qu'en tête des objectifs, le salarié n'est plus qu'un objectif à atteindre, en fait. Si on ne regarde que les résultats de l'entreprise, on peut se dire le lean, ça marche. Si on se place du côté de ceux qui sont
sur les lieux de travail, beaucoup de personnel dans les services, par exemple, se retrouve à devoir passer chez le psychologue de l'entreprise, en préventif, pour se prémunir des éventuels burn-out. Loin du concept d'origine, et avec la hiérarchie en plus, le lean management d'aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais alors, comment rendre les gens heureux et productifs au sein d'une multinationale ? Dans les années 50, Bill Gore, un autre Américain, avait imaginé des principes très novateurs. Bill Gore est alors chimiste chez Dupont de Nemours. Il propose à ses supérieurs d'étudier de nouvelles utilisations du téflon, mais essuie des refus systématiques de sa hiérarchie. Frustré, il décide de créer sa propre compagnie familiale en 1958. Très vite, c'est son fils qui invente une matière textile qui va habiller pompiers et randonneurs du monde entier, le Gore-Tex. De sa mauvaise expérience chez Dupont, Bill Gore a tiré une nouvelle philosophie d'entreprise. Make money and have fun, ce qu'on peut traduire par gagner de l'argent en s'amusant. Avec 10 000 employés sur les 5 continents, Gore génère 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout en laissant au personnel une liberté surprenante. Occasionally someone asks me, Bill, how do you control all these 20-odd plants or whatever they are scattered around the world? I kind of laugh and I say, well, I don't. 55 ans plus tard, la culture Gore survit à son créateur et l'actuelle présidente se souvient avec émotion de ses débuts. J'étais toute jeune diplômée et monsieur et madame Gore étaient si fiers de ce groupe d'ingénieurs qui rejoignaient l'entreprise qu'ils ont fait une fête chez eux. Je revois Bill Gore nageant dans la piscine pendant que sa femme préparait les burgers et je me suis dit, voilà comment les patrons traitent leurs nouveaux employés. Malheureusement aujourd'hui, ma maison est un peu petite pour accueillir 10 000 associés. 10 000 associés ? Ici, tous les employés sont des associés. Et ils ont des parts dans cette entreprise non cotée en bourse. Personne ne doit s'y sentir bridé dans sa créativité. Chaque associé est libre de prendre des initiatives, sans petit chef pour le contrecarrer. Bill Gore voulait qu'il n'y ait aucune hiérarchie dans son entreprise et que chaque collaborateur puisse y développer ses propres talents. Mais pas de hiérarchie ne veut pas dire anarchie, car il a imaginé un système de leaders cooptés par leurs équipes. Le leader, il est là pour avoir cette capacité à faire travailler ensemble un certain nombre de personnes, à donner la vision d'ensemble à partir des idées qui arrivent à droite et à gauche. Il n'est pas là forcément pour décider en finale. Très souvent, c'est un consensus. Mais il est là pour reformuler de telle façon que toutes les idées sont prises en compte et que l'équipe, après, avance sur une vision qui est commune à tout le monde. Alors, comment s'effectue le choix de ces leaders ? Dans l'idéal, le leader émerge naturellement. Les associés aiment travailler avec quelqu'un parce qu'il est compétent, parce qu'il propose une vision. C'est un leader naturel. Mais parfois, c'est moins évident. Alors on organise des séances d'évaluation de leaders. Les associés peuvent y proposer qui leur semble un leader potentiel. Le système perdure. La présidente Terry Kelly elle-même a été choisie en 2005 par ses collègues, après 25 ans passés chez Gore, son premier employeur. Ici, les unités de travail ne dépassent jamais 250 personnes, ce qui permet à tout le monde de se connaître. La grosse différence, c'est que je peux aller voir n'importe qui, parler à tout le monde sans me dire « attention, c'est le chef ». Nous sommes tous collègues, on travaille bien ensemble, et ce qui compte, c'est de pouvoir parler à tout le monde ouvertement et sincèrement. Dans d'autres entreprises, c'est souvent très difficile. Atmosphère zen. Mira n'est pas gourou, mais responsable de la diversité.
Elle organise des ateliers de développement personnel avec des tambours de chaman. Lors de ces séances, il y a de très beaux moments où tout d'un coup, une porte s'ouvre. J'ai travaillé avec une collègue à qui on proposait un poste de leader. Elle était très réservée. Elle avait des réticences personnelles, se posait des questions du genre « Est-ce que je mérite ce poste ? Est-ce que j'en suis vraiment capable ?» Et après ce travail sur elle-même, elle a compris que c'était une vraie avancée dans sa vie. Encore une surprise. Ici, on ne recrute pas les nouveaux associés pour leur diplôme, mais pour leur capacité à évoluer et à proposer de nouvelles idées qui, bien sûr, seront récompensées. Il y a longtemps, nous avons embauché un collègue qui, à la base, était boucher. Il était très doué pour comprendre et développer les processus de fabrication. Ce collègue est aujourd'hui leader de fabrication. Il n'avait ni formation technique, ni formation universitaire, mais il a réussi à évoluer jusqu'à ce poste grâce à son talent, à son enthousiasme et au soutien de son mentor, qu'on appelle chez nous le sponsor. Le sponsor, voilà une autre invention de Bill Gore pour créer des liens au sein de l'entreprise. Chaque associé est parrainé par un sponsor qu'il peut choisir et qui va l'aider à évoluer indépendamment de son leader. Accompagné par son parrain, il va très vite construire son réseau. Aujourd'hui, Pascal a rendez-vous avec Norbert, qui le suit depuis son arrivée chez Gore il y a 5 ans. Tu as toujours cette idée de suivre une formation ? J'y pense toujours, mais ce n'est pas le moment. Dans 3 semaines, tu sais, c'est la naissance de mon petit garçon. Oh. Si Pascal a une bonne idée ou s'il a inventé quelque chose, je vais lui donner les contacts dont il a besoin. Lui donner accès à mon propre réseau pour qu'il puisse faire avancer son projet. Quand je vais voir mon sponsor, c'est pour avoir un regard extérieur sur les difficultés que je peux rencontrer, ou même sur les points positifs, pour qu'il me dise « Écoute, tu as cette option-ci ou cette option-là ». Mon sponsor peut entrevoir une solution à laquelle je n'avais pas pensé. Il peut me la montrer, et si ça se trouve, il va me proposer exactement ce que je cherchais. Pour moi, ça marche à peu près comme ça. La devise de Bill Gore, « faire de l'argent en s'amusant », n'est pas qu'un bon mot. Chaque associé doit pouvoir cultiver son projet personnel pour le faire résonner dans la société en y prenant du plaisir. Il est donc accompagné pour trouver sa place idéale dans l'entreprise. C'est ce qu'ils appellent le sweet spot, un concept made in Gore et peut-être le secret de leur succès. Le sweet spot, c'est le point de rencontre entre les compétences, les champs d'intérêt d'un associé et les besoins de l'entreprise. L'idée, c'est qu'en travaillant à son sweet spot, on peut donner son maximum sans avoir l'impression de travailler. Même si ça reste le travail, c'est clair, on n'a pas la sensation de travailler, on s'amuse, on vient avec plaisir. Et donc il y a vraiment un côté fun. Grâce au concept du sweet spot, les associés, créatifs et motivés, ont développé des milliers d'idées nouvelles. L'Empire Gore s'est ainsi déployé dans des domaines très diversifiés. Des câbles, on est passé au textile, au revêtement, à toutes sortes de produits employés dans l'aérospatial, la mécanique, l'armement, la médecine. Sur la proposition d'un jeune ingénieur, l'entreprise s'est même lancée dans la fabrication de cordes de guitare. Bill Gore, avec son « gagner de l'argent en s'amusant », a fait figure de pionnier. Et depuis, en Inde, Vineet Nayar est allé plus loin.
Ancien président visionnaire de HCL Technologies, une entreprise spécialisée dans l'informatique, Vinette Nayar a triplé le nombre de ses salariés pour passer de 30 000 à 90 000 avec sa doctrine « les employés d'abord, les clients ensuite ». Pour lui, nous faisons face à un problème de génération. Quand vous dînez à la maison avec vos enfants et que vous parlez ensemble, est-ce que vous leur donnez des ordres et exigez qu'ils obéissent? Ou bien les relations familiales ont-elles évolué vers moins d'autorité et plus de collaboration? Aujourd'hui, les parents, le père ou la mère, ont beaucoup plus un rôle de mentor. Ils influencent et aident les enfants pour qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Tout ça n'a plus rien à voir avec le passé, quand les patriarches comme mon grand-père et même mon père commandaient et contrôlaient tout. Tu seras ingénieur, et on devait devenir ingénieur. Tu seras un bureaucrate, et on devenait bureaucrate. Tout ça a complètement changé. Si les rapports avec les adolescents à la maison ne sont plus les mêmes qu'autrefois, il faut se demander pourquoi il n'y a aucun changement dans le contexte du travail. Voilà pourquoi je dis que la structure pyramidale est étouffante pour la génération Y, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont différents. Alors est-ce que la génération Y doit s'adapter au vieux modèle d'organisation, ou faut-il que les entreprises évoluent pour s'adapter à la génération Y? Je crois que c'est la bataille d'aujourd'hui. La raison pour laquelle les gens sont malheureux, c'est parce que ces deux camps s'affrontent et veulent obliger l'autre à se soumettre à leur façon de penser. Et voilà pourquoi il n'y a aucune évolution de ce que j'appelle le bonheur au travail. Mais si vous regardez dans la Silicon Valley, où il y a beaucoup de start-up, ils ont réglé ce problème. Ils ont bien vu qu'avec une culture beaucoup plus collaborative, on tire le meilleur de la génération Y, qui est très innovante. Et donc ils créent des structures ouvertes au lieu des vieilles structures traditionnelles. Des structures ouvertes? La fameuse économie du partage? Serait-ce en Californie qu'on trouverait la version ultime du bonheur au travail? Jaron Lanier, musicien et philosophe, est depuis 30 ans l'un des chercheurs qui connaît le mieux les grandes sociétés informatiques. Il est loin d'être aussi enthousiaste. Quand on libère les gens de la hiérarchie du 19e siècle, on tend à les projeter dans une hiérarchie du 21e siècle, ce qui est pire. Donc d'un côté, c'est pénible d'être dans une hiérarchie traditionnelle qui n'a plus de raison d'être. Et beaucoup d'entreprises sont structurées comme ça. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais en même temps, regardez une société comme Facebook. On pourrait croire que c'est très ouvert et que tout le monde est connecté. Sauf qu'elle est contrôlée par une seule personne. C'est incroyable. C'est une entreprise globale qui appartient à une seule personne. C'est une situation extraordinaire, impensable auparavant. Mais les réseaux numériques ont permis de concentrer tant de richesses et de pouvoir que c'est devenu possible d'en arriver là. Et donc, dans un sens, c'est un retour au pacha, au dieu roi. C'est un retour aux temps anciens. C'est pire qu'au 19e siècle. À 1h30 d'embouteillage de San Francisco, la Silicon Valley est devenue la capitale du monde informatique et des industries de pointe. Tous les géants de l'économie numérique sont réunis ici. Google, supposé être le champion toute catégorie du bonheur au travail, mais aussi Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook et les autres. Certains sont réputés pour être des endroits extraordinaires où travailler. Isaac Getz a étudié leur mode de fonctionnement. Dans la Silicon Valley, les informaticiens peuvent quitter leur entreprise et gagner même plus quand ils changent à tout moment. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les retenir? Si vous leur proposez de la nourriture gratuite, des salons de massage, des salles de yoga, des salles de sport, des transports gratuits, etc., etc. Les salariés disent que c'est une boîte superbe et c'est très agréable d'y travailler. Mais ça n'a rien à voir avec le contenu du travail et ça n'a rien à voir avec les entreprises libérées où les gens disent que c'est une boîte qui est superbe parce qu'on me fait confiance, parce qu'on me donne de la considération, parce qu'on me respecte, parce que je m'éclate dans cette entreprise-là.
Pour vérifier si les employés de la Silicon Valley sont heureux au travail, il faudrait déjà pouvoir les rencontrer librement. Or, ces dynamiques entreprises n'aiment ni trop ouvrir leurs portes, ni laisser parler leur personnel sans la compagnie d'un responsable de la communication. J'ai vu beaucoup d'expérimentations dans la Silicon Valley en matière de structure d'entreprise. C'est à la mode. La Silicon Valley est un endroit étrange avec tous ces gourous qui proposent des tas d'idées qui semblent originales. Et on pourrait penser qu'on va y trouver les sociétés les plus innovantes. Mais au final, on revient toujours au système pyramidal, avec à l'extrême Facebook. Ou Instagram, où il n'était que 13 quand Facebook les a rachetés pour $1 milliard. Il y a là une concentration de puissance et de richesse incroyable au sein d'une toute petite classe qui ne cesse de réduire. En réalité, quand vous avez un système qui ne génère de la richesse et de la puissance que pour un tout petit nombre de personnes, la structure de l'entreprise devient presque une abstraction. Et oui, quand on génère tellement d'argent, il est facile de proposer des conditions de travail et des rémunérations extraordinaires. Mais comment trouver le bonheur au travail quand les millions ne sont pas au rendez-vous? Pour Vinette Nayar, l'argent ne fait pas le bonheur, et le dicton est plus que jamais d'actualité. L'argent est un facteur de reconnaissance. L'argent sert à montrer qu'on est équitable. L'argent permet de prendre soin des gens quand l'entreprise va bien. Par tous ces aspects, l'argent est important. Où est l'erreur? L'erreur, c'est de croire que les gens ne travaillent que pour l'argent. Vous voyez, si les gens vont à la mosquée ou à l'église le week-end et sont heureux d'y dépenser leur argent, c'est parce qu'ils y trouvent un but, un épanouissement, quelque chose de beaucoup plus grand qui les inspire. Et pourquoi sont-ils malheureux quand ils sont payés pour venir au bureau? C'est parce qu'ils n'y trouvent aucun sens. Donc les entreprises qui misent tout sur l'argent ont tout faux. Les entreprises doivent être équitables et bien payer les gens. Mais 70% du bonheur ne vient pas de l'argent. Les gens sont heureux quand on leur donne un but, une liberté de choix, de la transparence et quand ils peuvent être maîtres de leur destin. L'argent ne motive pas les gens. Ça les motive seulement un très petit moment. Ce qui motive les gens, c'est de travailler dans le respect, la confiance, de savoir qu'ils font des choses qui les élèvent et qu'ils les font avec d'autres gens. C'est aussi un sentiment de fraternité. Voilà ce qui motive les gens, et ils veulent travailler pour des organisations qui sont bien perçues par la société. Frank van Massenhoff est un haut fonctionnaire belge. En 2002, il est arrivé à la tête d'un ministère de la Sécurité sociale moribond, avec pour mission de le remettre en marche. Alors qu'aujourd'hui, au ministère des Transports, la libération se met en route et un peu dans la douleur, Frank van Massenhoff, lui, a commencé il y a 12 ans. C'était un ministère ordinaire, vieillot. Et notre plus gros problème était comment trouver les gens dont nous avons besoin. Parce que personne ne voulait travailler ici. Ils nous trouvaient ringards avec un job ennuyeux, alors que ça ne l'était pas. Alors nous avons pensé à la nouvelle génération, celle qu'on appelle la génération Y, les gens qui sont nés après 1984-85. Quelle est leur façon de penser? Quelle est leur culture? Et nous voulions créer une institution qui est leur culture, pas la nôtre. La première chose que nous avons réalisée a été « Ils ne veulent pas qu'on leur dise quand travailler et où travailler ». À l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Pour mettre en place un tel système dans un ministère, Frank van Massenhoff a dû œuvrer tout en finesse. Je savais que si j'allais voir un ministre en lui disant « Nous ne dirons pas aux gens où et quand ils doivent travailler », il serait devenu dingue. Donc je n'ai rien dit. J'ai fait tout ça en douce. Et après 3 ou 4 ans, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?» Alors je leur ai dit « Désolé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. » Et quand ils ont vu que les résultats étaient meilleurs qu'avant, ils ont voulu être sur la photo de famille. Et on leur a dit « Bien sûr, venez. »
La première étape a consisté à mettre en place la possibilité de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. 3 jours par semaine à la maison pour un papa qui a un enfant de 8 ans, c'est formidable. Hier, je suis allé chercher mon fils à l'école. J'ai fait les devoirs avec lui et j'ai retravaillé 2 heures le soir, mais bon, journée classique, peut-être même un peu plus courte que d'habitude. Comment fonctionne ce télétravail? Près de Louvain, Keun prépare la réforme des retraites de chez lui. L'ordinateur est branché au réseau du SPF. On a aussi des logiciels pour faire du chat, donc pour être en contact direct avec mes collègues. Ça marche bien, donc il n'y a pas vraiment besoin de se voir tout le temps. Et par exemple, si j'ai besoin de me concentrer sur un document, je préfère travailler à la maison, comme ça je suis vraiment concentré. Personne n'est obligé de faire du télétravail, évidemment. Chacun est libre de le faire s'il l'entend. Il y a des gens qui vivent seuls et qui préfèrent venir tous les jours au boulot. Ces gens-là voient des gens tous les jours comme avant, un peu moins, mais ils voient des gens tous les jours. Le désavantage est qu'on est disponible les week-ends et les soirs, mais on n'en fait pas trop non plus dans des circonstances normales. Il n'y a personne qui va vous déranger le soir ou le week-end. Le temps de travail de tout le monde est respecté. Très vite, les résultats du ministère se sont considérablement améliorés. La crainte qu'il aurait pu y avoir, c'est qu'à force de travailler chez soi, on soit démotivé, et c'est le contraire. Depuis qu'on a instauré ces nouvelles règles, nos délais de traitement de dossiers sont passés de 18 mois, presque, à 4 mois et demi maintenant. Donc effectivement, il y a une évolution énorme. Une évolution énorme. Pourtant ici, en pleine semaine, on ne voit pas grand monde au boulot, tout simplement parce qu'une bonne partie des 5000 employés travaillent à la maison. L'avantage, c'est qu'en utilisant moins d'espace de bureau qu'auparavant, le ministère a fait de grosses économies. Les budgets dégagés ont permis de créer ces espaces ouverts et colorés, en réglant pas mal de problèmes techniques au passage. Ceci est une salle de réunion, même si ça ne se voit pas au premier abord. Ici à côté, c'est aussi une salle de réunion. Et vous voyez, il n'y a pas de mur non plus. Nous avons donc dû nous intéresser de très près au problème du son. S'il y a 2 réunions en même temps, il ne faut pas que les gens se dérangent. Donc nous avons un système qui produit des anti-ondes, qui annulent le bruit. Comme ça, on peut travailler au calme. Presque partout, on retrouve la même ambiance, et c'est une ambiance qui favorise les rencontres. Plus personne n'a de bureau. Vous voyez, tout le monde travaille comme ça, et moi aussi, je travaille tous les jours à un poste différent avec mes collègues. Nos directeurs sont au même étage que nous, donc on peut les voir plus facilement, et ils voient réellement ce qu'on fait. Donc ça permet beaucoup plus de convivialité. Au ministère, si certains chefs n'ont pas apprécié ce changement de statut, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Pour 80% de notre management, c'était sans problème. Mais pour 20%, c'était un problème. Et pour 10%, un énorme problème. Alors qu'avons-nous fait? Nous avons laissé les gens évaluer leur hiérarchie. Et s'ils avaient une mauvaise évaluation, ils n'étaient plus chefs. Donc ils devaient changer. Ils n'avaient pas d'alternative. Une fois par année, je peux évaluer mon responsable, dire ce qui ne va pas et ce qui pourrait améliorer pour que l'équipe fonctionne mieux, pour que les résultats soient meilleurs. Nous avons besoin de chefs proches des gens. Et donc quand les gens pensent que leurs boss ne sont pas des bons entraîneurs, qu'ils ne reconnaissent pas les compétences de leur équipe, ils les virent. Et donc nous les virons. Avec des chefs plus à l'écoute et des équipes bien soudées, les employés du ministère se sentent en confiance pour prendre des initiatives. Certains ministères fonctionnent toujours à l'ancienne et ont des règles très strictes. Le ministre pose une question au président, qui ensuite la transmet au directeur général, etc., etc. Chez nous, c'est plus simple. Nous pouvons nous-mêmes proposer des projets au ministre. Mieux encore, la parole est totalement libre. Les employés sont encouragés à communiquer sur les réseaux sociaux
pour le meilleur et pour le pire. Dans la plupart des organisations, vous n'êtes pas supposé aller sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail. Mais nous n'avons pas d'horaire de travail. Donc nous encourageons nos employés à aller sur les réseaux sociaux. Nous avons une règle toute simple, toujours dire la vérité. Et si la vérité n'est pas flatteuse, ce n'est pas grave. Si c'est la vérité, ils peuvent la dire. Et à chaque fois que nous publions que nous avons un problème, les gens disent « c'est formidable ce qu'ils font ». Secteur privé ou service public, à l'ère des réseaux sociaux, l'avenir de la vie au travail passe par une véritable transparence. Et pour Vinette Nayar, que les grands patrons du monde entier invitent à présent pour partager ses idées d'avant-garde, c'est au plus haut niveau de l'entreprise que la transparence doit commencer. Avant le numérique, nous faisions de la communication. Et quand les PDG et leur hiérarchie communiquaient, les gens n'avaient aucun moyen de savoir quelles étaient leurs véritables intentions. Avec le numérique, tout change. Quand vous communiquez, la résonance sur Internet est immédiate. L'information circule et vos véritables intentions sont connues. Si votre communication est différente de vos intentions, vous êtes découvert. Vous perdez toute crédibilité. Après, impossible de regagner la confiance. La communication a perdu toute pertinence. C'est l'intention qui compte. Donc en tant que leader, vos intentions doivent être très claires et toujours exprimées en toute honnêteté. C'est ainsi que vous gagnerez la confiance. Gagner la confiance. Dans un contexte où personne ne croit plus en rien, la crise actuelle n'est-elle pas justement une crise de confiance ? Le système s'écroule. Nous sommes dans une situation intenable en matière de dette, d'inégalité, d'environnement. Le problème, c'est que nous avons aussi une classe politique qui est tellement profondément persuadée que toute politique visionnaire est impossible qu'elle est incapable d'avoir une réaction adaptée à l'échelle du problème. Il y a quand même aussi des réflexions qu'on peut se faire par rapport au monde dans lequel on vit, quoi. Dans lequel la variable humaine est toujours la première variable d'ajustement, dans lequel le court-termisme, enfin on est dans une dictature du court terme, dans lequel après par ailleurs on se dit mais tiens il faut sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, il faut créer des emplois, il faut réindustrialiser le pays. Donc on est face à toutes ces problématiques, si vous voulez, moi je me suis dit tiens finalement l'entreprise, elle a un rôle à jouer là-dedans, elle a un rôle éminent. Et donc à partir de là il y a aussi une autre réflexion, c'est finalement la plupart des entreprises qu'on connaît, elles sont ni très innovantes, ni très enthousiasmantes. Donc il faut qu'on fasse autrement. Faire autrement. Et si c'était revenir à l'essentiel, à l'humain, en faisant davantage confiance à ceux qui font. Les solutions sont à portée de main. Si les entreprises n'essayent pas d'autres solutions, on ne s'en sort jamais. Si on reste à l'ancien système, on ne peut pas avancer. Et on ne peut pas s'en sortir. Si on va, je ne sais pas moi, dans les pays de l'Est ou l'Asie, la main-d'œuvre est moins chère qu'ici. Tout le monde le sait. Il faut qu'on gagne sur un autre terrain.